Bon, alors, bonjour Elie Bernavi et merci de dialoguer avec moi de votre appartement à Tel Aviv, entre deux bruits Bonjour, de madame. marteau. Il s'agit de parler de votre formidable livre qui sort en France dans 15 jours, Confession d'un bonarien. Alors, je montre le livre, j'espère qu'on va le voir, voilà. Confession d'un bonarien qui sort chez Grasset dans 2 semaines. Et qui raconte avec sérieux et humour vos trajectoires d'Israéliens venus de cette région d'Europe en guerre, qui a été parachutiste dans l'armée israélienne, étudiant à la Sorbonne, professeur d'université, historien nommé ambassadeur d'Israël en France, essayiste, intellectuel de stature internationale, personnalité publique et toujours militant pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Alors, Elie Barnavi, ça n'était pas prévu comme ça, mais nous ne pouvons pas, vous, Européens passionnés, ne pas parler de ce qui se passe aujourd'hui, de cette guerre qui frappe l'Europe. Ma question, c'est est-ce que vous aviez pensé qu'un psychopathe pourrait prendre en otage l'Amérique, l'Europe et envahir un pays indépendant, c'est-à-dire une démocratie, l'Ukraine? Est-ce que vous aviez envisagé ça? Dans les modalités dans lesquelles cela se passe, non, certainement pas. Mais qu'un psychopathe s'empare des esprits et des vies des Européens, ça, on a déjà vu cela. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait tant de gens qui s'étonnent de ce qui se passe. Enfin, quand on a suivi la vie et gestes de Vladimir Poutine, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, et je rappelle que cela fait 22 ans qu'il est au pouvoir, il n'y a pas lieu de s'étonner outre mesure. On connaît son idéologie, on sait à peu près ce qu'il veut, on connaît son esprit, et on l'a vu à l'œuvre depuis longtemps, d'abord en Géorgie, ensuite dans le Donbass en Ukraine, maintenant dans toute l'Ukraine. C'est un modèle de comportement qui nous est, hélas, familier. Donc, vous n'aviez pas prévu ça concrètement, mais en général, il fait ce qu'il dit qu'il va faire, c'est-à-dire reconstituer un empire russe. Ça, il n'arrête pas d'en parler. On sait qu'il a ça en tête quand même. Alors, vous savez, les Occidentaux et les démocrates ont du mal à pénétrer dans la tête des dictateurs. Vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé avec Hitler. C'est que les dictateurs ont d'intéressant, c'est qu'ils mentent effrontément sur le détail, mais ils ne mentent jamais sur la totalité de ce qu'ils ont l'intention de faire. Ceux qui se sont donné la peine de lire Mein Kampf lorsqu'il a été publié, tout y est. C'est un programme d'action. Mais on se dit toujours, mais non, il n'osera pas, c'est pas possible, il est rationnel. C'est-à-dire que on plaque sur ces gens-là des traits de caractère et des traits de comportement qui nous sont familiers. Et on se trompe à chaque fois, on ne les croit pas. Dans une grande démocratie comme la démocratie américaine, on n'a pas compris Trump, on n'a pas voulu l'entendre. On a dit, mais non, c'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Et ce qui se passe avec Poutine, c'est qu'il fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Il respecte sa propre vision de l'histoire, de la philosophie de la relation entre les peuples. Et il se comporte exactement comme il s'est déjà comporté. Si vous suivez, vous avez suivi l'attaque contre la Géorgie, mais tout y est. En petit, on a déjà ce que l'on a ici, le mensonge, la provocation et finalement l'occupation. Sauf qu'en Géorgie, cela s'est passé encore assez furtivement, alors que là, il y va avec toute la force de son armée, de manière tout à fait claire. De la même manière qu'il a agi en Géorgie, il a agi dans le Donbass à partir de 2014. Et maintenant, on a
on a de full scale, toute l'ampleur d'une attaque en règle. Mais rien de tout cela n'est véritablement étonnant. C'est pas étonnant, mais que faire là aujourd'hui? Eh bien, faire, c'est que l'on fait. Et je pense que, vous savez, là encore, on comprend mal à quel point ces dictateurs finissent par se couper de la réalité et à quel point ils lisent mal ce qui se passe de l'autre côté de la barricade. Parce qu'en fait, tout ce qu'il fait a des effets exactement contraires à ceux escomptés. C'est que ce qu'il regardait l'Occident, il voyait une espèce de masse amorphe des gens qui ne s'entendaient pas, l'Europe était divisée, l'Amérique était en pleine débandade, et l'OTAN comptait comme du beurre. En fait, l'OTAN se conformait au diagnostic terrible d'Emmanuel Macron. Vous savez, C'est toujours du beurre là aujourd'hui. Et non, et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ressuscité l'OTAN, il a unifié l'Occident, il a unifié l'Europe, et il a provoqué des réactions qui, sans doute, lui-même, il n'y s'y attendait pas. Et de la même manière qu'il n'a pas compris les Ukrainiens, il s'est dit tout ça, ce n'est rien, l'Ukraine n'existe pas. Il s'est convaincu que l'Ukraine n'existait pas, et du coup, il a devant lui une nation déterminée à se battre. Et l'invasion ne se passe pas du tout comme il espérait. Et donc, que faire maintenant? Ben, continuer sur la lancée, augmenter la pression. Je n'attends pas de l'Occident et de l'OTAN d'y aller avec la force militaire en Ukraine. C'est risquer véritablement une conflagration mondiale, une guerre nucléaire, mais continuer avec des sanctions très dures. Moi, je serais allé au-delà, j'aurais rompu tout de suite la relation diplomatique. Enfin, il y avait d'autres choses à faire, mais ce qui se fait, c'est déjà beaucoup, et il commence déjà à en souffrir. Et donc, je ne sais pas, évidemment, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ce qui est certain, c'est que l'Occident, l'Europe, le monde démocratique a la ferme intention de faire payer très cher à Poutine son aventure militaire. Mais là, il semble à moins qu'il change de tactique, qu'il va reprendre ses habitudes meurtrières de bombardement comme à Grozny ou à Alep. C'est ce qu'il commence à faire. Si ses convois au sol n'avancent plus, il retourne à ces bombardements criminels qui rasent des villes. Oui, ça c'est hélas une possibilité. Et on commence déjà à le voir, il a déjà intensifié les attaques aériennes. Oui, il y a des gros travaux ici. Bon, j'espère qu'on aura. C'est pas un bombardement, c'est déjà bien. Voilà, alors, vous avez écrit, d'ailleurs, c'est dans votre livre aussi, c'est d'unité dont les Européens ont besoin. Mais là, aujourd'hui, c'est ça qui se passe, c'est l'unité. Écoutez, oui, c'est l'unité, y compris les membres les plus problématiques comme la Hongrie et évidemment la Pologne qui sent plus que d'autres le feu à ce poste. Mais aussi l'Allemagne qui peut être un énorme problème. Vous savez, le problème allemand n'a jamais été réglé. Avant, c'était un excès de force, maintenant, c'est un excès de prudence. Et ce qui se passe maintenant avec l'Allemagne, c'est une véritable révolution copernicienne. C'est que l'Allemagne se décide d'augmenter de manière aussi significative son budget militaire, de vendre des armes à l'Ukraine. Là, c'est vraiment quelque chose qui est dans le sens fort du terme, extraordinaire. Et je pense que de cela aussi, à cela non plus, Poutine ne s'attendait pas. Et j'espère vraiment que, Monet l'a bien dit, on le vérifie à chaque fois, l'Europe évolue et se renforce dans les crises. Eh bien, voilà, il y a là une crise énorme à la faveur de laquelle l'Europe est en train de se renforcer. J'espère qu'elle sortira plus unie qu'elle n'a jamais été. Et oui, vous avez toujours dit à propos de l'Europe, c'est-à-dire aussi dans votre livre, on va y arriver,
que l'Europe, justement, ne naît que dans des grandes crises comme ça. C'est-à-dire, la citation exacte, c'était l'Europe, attendez, je vais retrouver, c'était, voilà, l'Europe, c'est Beethoven et Auschwitz. La L'Europe, guerre a été l'accouchement de l'Europe unie. Est-ce que c'est pas ça qu'on voit dans une nouvelle étape, justement? si, tout à fait. L'Europe, c'est Beethoven et Auschwitz, vous avez écrit. Je ne prétends pas à l'originalité ici. C'est vrai que lorsqu'une énorme crise survient, jusqu'à maintenant, c'était surtout des crises économiques et financières, l'Europe a le choix entre se défaire ou se renforcer. Et à chaque fois, elle s'est renforcée. C'est-à-dire qu'elle a toujours reculé devant l'abîme. Et là, elle a su se donner les armes. Alors, évidemment, on peut regretter qu'elle n'ait pas fait avant, sans avoir besoin de ces crises existentielles. Mais c'est ainsi, vous savez, moi je dis toujours que l'Europe, c'est une entreprise tellement exceptionnelle, tellement euh, inédite, qu'elle ne peut se faire que par tâtonnement. Il n'y a pas de précédent historique à une entreprise comme l'entreprise européenne. Et c'est pour ça que les crises sont des moments révélateurs, des moments d'accélération, parce que c'est à ce moment-là qu'elle teste ses limites, qu'elle invente de nouveaux instruments, qu'elle se rallie autour de ses propres principes. Et dans ce sens, les crises lui sont effectivement des moments, des moments essentiels. Bon, il faut espérer que ça ne se passera pas comme ça jusqu'à la fin des temps et que l'Europe saura s'organiser sans avoir besoin de ces crises. Mais pour l'instant, c'est ce qui se passe et j'aime mieux ça j'aime mieux ça que la possibilité contraire, c'est que face à la crise, face à l'incertitude, elle écoute les pires de ses démons et elle se déface au lieu de se renforcer. Pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, ça marche. Et je pense que l'Europe sortira de cette crise aussi plus puissante, plus unie qu'elle l'était auparavant. Alors, pour revenir à votre livre, qui s'appelle donc Confession d'un bonarien, je voulais partir du début, qui explique, je crois, ce que vous voulez faire, c'est-à-dire vous partez de votre, ce qu'on appelle la petite histoire, c'est-à-dire votre histoire à vous, le personnage Élie Barnaby, et à travers vous, on traverse la grande histoire, bien sûr. Et je pense que la clé de votre petite histoire dans la grande histoire, c'est le premier chapitre 1, les premières lignes du premier chapitre. Je vais lire rapidement, si j'arrive à ne pas être enrouée. J'ai souvent pensé et dit que je suis née grâce à Hitler. Évidemment, formulée ainsi, votre assertion a moins l'allure d'une évidence, cette assertion a moins l'allure d'une évidence que d'une boutade, voire d'une absurdité. Elle a sa part de vérité pourtant. Elle me taraude depuis le jour où, lors d'une permission militaire, vous étiez parachutiste dans l'armée israélienne, lors d'une permission militaire, j'ai trouvé dans une boîte à chaussures une photo jaunie de mon père, jeune, mince et souriant, avec dans ses bras un bébé qui visiblement n'était pas moi. C'est ta sœur aînée, me dit ma mère. Je fus pris de vertige. Une sœur? Quelle sœur? D'après ce que je savais, j'étais fils unique. Ce jour-là, grâce à cette photo, j'ai réussi à arracher à mes parents un chapitre de leur vie qu'ils m'avaient soigneusement caché. Et ce que j'appris alors était proprement abominable. Donc, votre histoire commence, en tout cas, par la découverte de l'histoire de vos parents pendant la guerre, qui se passe d'ailleurs là où se passe aujourd'hui une autre guerre européenne. Absolument. Vous savez, cette génération-là ne parlait pas beaucoup de ces malheurs. Les langues ne se sont déliées que beaucoup plus tard. Mes parents ont échappé à la déportation puisque mon père était sur le front de l'Est dans l'armée rouge. Ma mère, réfugiée avec deux enfants en bas âge en Asie centrale. Et je n'ai jamais réussi vraiment à le faire parler de cette époque. Et c'est à la faveur de cette découverte
par hasard hein, de cette photo que j'ai réussi à arracher des bribes de ce qui s'est passé. Et j'ai appris que ces deux enfants étaient morts là-bas, de privation, de faim, de maladie, ce qui a rendu Là-bas, à l'Est, c'est là-bas. en Asie centrale, en Ouzbékistan, euh, où pas mal de Juifs se sont réfugiés au début de la guerre, en fuyant à travers la Transnistrie, vous savez, toutes les régions dont on parle beaucoup maintenant, puisque c'est le foyer de la guerre actuelle. Et mon père guerroyait, il a fait toutes les campagnes en Union soviétique, enfin, il a fait une guerre complète, si je peux dire, jusqu'à Vienne. Hein. Et donc, cette boutade horrible, n'est-ce pas, je suis né grâce à Hitler, cela voulait dire que il est fort probable que mes parents, qui n'étaient déjà plus de la prime jeunesse, seraient contentés de deux enfants s'ils avaient survécu et que moi, je n'aurais jamais vu le jour. Bon, une boutade vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai vécu pendant longtemps avec ce sentiment que, que je suis né de la guerre, bien que je sois né après la guerre, et que c'est la guerre qui a façonné ma vie, cette guerre-là, parce qu'elle a évidemment façonné mes parents, notamment ma mère qui est devenue malade, mais malade grave. Malade mentalement, vous voulez dire, ou Pardon, physiquement, mentalement. mentalement. Et la guerre dont je suis issu à l'époque et qui n'a plus depuis cessé de m'accompagner ici, puisque moi aussi, je l'ai connue. Pas la même, ça n'a rien à voir. Mais en fait, l'expérience guerrière, l'expérience de la violence guerrière m'a accompagné en fait, m'a accompagné toute ma vie. Et là, je la retrouve ailleurs, dans ces mêmes régions d'où mes parents sont issus, avec une violence de nouveau épouvantable, avec le même esprit d'anéantissement de l'autre. Et c'est pour cela que je trouve dans Poutine, je trouve le même comportement, la même logique, si vous voulez, que chez Hitler. Lorsque l'on dit Hitler, on va toujours Auschwitz, mais on oublie qu'il y a eu Hitler des années 30. C'est à celui-là que je fais allusion, bien sûr. L'Hitler du coup de force, du bluff, du mensonge généralisé, du rapport de force conçu comme un jeu à somme nulle, n'est-ce pas? Et Poutine, c'est cela. Et quand je vois ce bonhomme, je retrouve la même effroyable banalité, la même laideur physique et morale. Et je suis atterré de voir à quel point il y en a beaucoup, hein, qui ne voient pas cela, qui essaient de trouver des excuses, euh, qui, euh, qui le trouvent fort et intéressant et quelqu'un à émuler, n'est-ce pas? J'ai encore lu ce qu'a dit Trump de Poutine. Je parle même pas de, Il y a quelqu'un comme Zemmour qui a dit il nous faudra un Poutine en France. voilà, je parle même pas de petits Trump de chez vous, Zemmour et les autres. Et je regarde ces gens et je me dis, mais mon Dieu, comment peut-on être aveugle et sourd à ce point? Et qu'est-ce qu'il leur faut encore? Et c'est là que l'on voit que l'histoire bégaye, n'est-ce pas? C'est la pas à l'identique, mais elle bégaye souvent. Et on a un de ces bégaiements de l'histoire qui sont épouvantables, avec les mêmes acteurs, avec les mêmes personnages qui sont incapables de comprendre, qui sont la bouche bée, langue pendante devant la force brute, n'est-ce pas? C'est à proprement parler épouvantable. Et j'espère qu'au moins cela, en France, aura cet effet-là, ça va clarifier les choses et que le coup de force de M. Poutine aura fait comprendre aux Français qui sont ces gens qui sont ses amis et qui se précipitent chez lui pour quémander une poignée de main, un peu d'argent de ses banques.
Et on entend les mêmes choses. On avait entendu on ne va pas mourir pour Danzig et maintenant on entend on ne va pas mourir pour Kiev. On entend quand même des choses qu'on a déjà entendues. C'est effrayant. Hein. On ne leur demande même pas de mourir pour Kiev, c'est ça. On ne leur demande pas, on leur demande quelques sacrifices économiques, on leur demande pas de mourir pour Kiev. Nuls ne sont jamais à envoyer des soldats français ou britanniques ou allemands en Ukraine. Ce qu'on leur demande, c'est de prendre part à un effort de guerre qui n'est pas nécessairement militaire, mais qui revêt d'autres formes. Alors, ne pas mourir pour Danzig, c'était déjà une manière de dire ce qu'on a entendu beaucoup plus tard, vous savez, dans les manifestations allemandes, plutôt rouge que mort, n'est-ce pas? Ce sont des cris du cœur d'esclaves, en fait, c'est ça. Il est difficile de fabriquer des hommes et des femmes libres. Il est beaucoup plus facile de fabriquer des esclaves. Et cette espèce de peur, de lâcheté face à l'effort pour maintenir ce que nous avons de plus précieux, qui est la liberté, on entend ça de nouveau, alors qu'on ne demande même pas d'aller se battre à Danzig. Elie Barnaby, qu'est-ce que vous appelez aujourd'hui la lâcheté, justement? On demande à personne d'aller se battre, à part ceux qui sont volontaires, peut-être des brigades internationales, mais pas encore. Mais qu'est-ce que vous appelez la lâcheté aujourd'hui? Vous pensez à la lâcheté européenne, à la lâcheté internationale? Non, là, non. Justement, je trouve que l'Europe en tant que telle, les États-Unis, les classes politiques sont plutôt unies et je n'ai pas, vraiment, je n'ai pas grand-chose à reprocher. Mais je parle à ceux à l'intérieur de ces pays, de ces systèmes démocratiques, qui ne comprennent pas et qui sont toujours là à pinailler, qui font des calculs d'apothicaires. Et derrière cela, on sent aussi souvent la sympathie, n'est-ce pas, la haine de la démocratie, la sympathie pour la dictature, pour l'homme fort, pour le personnage qui se balade à cheval, le torse nu. Voilà, ça c'est énorme, n'est-ce pas? Ça, c'est énorme. Et il y a tout cela qui est lâcheté, qui est en fait mépris de la liberté, incapacité à comprendre pourquoi ce système qui est fragile, problématique, imparfait, mais pourquoi il est le seul qui convienne à des hommes et des femmes libres. Et vous êtes justement, on lit votre livre qui est formidable, et que je n'ai pas parlé du livre qui est à la fois très sérieux et très drôle. C'est-à-dire vous pouvez parler des événements les plus dramatiques de l'histoire en historien, mais en gardant votre distance, votre humour et votre style. Mais là, vous avez, vous, justement, traversé les deux systèmes totalitaires, le communisme en Roumanie, et votre père dans l'armée rouge, et ensuite vous êtes resté en Roumanie parce que votre famille n'avait pas l'autorisation d'émigrer en Israël jusqu'en 61, et vous avez connu le nazisme avant. Donc vous avez vraiment été élevé dans la réaction ou la survie face à ces deux systèmes totalitaires. Oui, non, je n'ai pas connu le nazisme, je suis né après la guerre, évidemment, mais j'ai connu le totalitarisme soviétique. J'étais trop jeune pour vraiment comprendre, ce n'est qu'après que j'ai réfléchi à tout cela. Mais je l'ai vécu à travers mes parents et surtout à travers mon père. Et ensuite, en arrivant ici et en grandissant, en atteignant l'âge de la raison politique, j'ai beaucoup lu et beaucoup réfléchi. Et, lorsque l'on comprend ce que ça a été, lorsque l'on comprend ce que peut être la terreur totalitaire, on devient comme moi un amoureux de la démocratie. Non pas que je pense que la démocratie soit un régime parfait. Hein, la démocratie n'est pas un régime parfait. C'est même ce qui en fait le prix, je dirais. Mais la démocratie ne promet pas véritablement le gouvernement du peuple. Il y a un énorme écart entre les principes de la démocratie et la manière dont la démocratie libérale se comporte et se vit. Un écart plus grand que dans le totalitarisme. On est beaucoup plus proche là-bas entre l'idéal et la pratique.
En démocratie, non. Mais c'est le seul régime qui garantisse ce qui est l'essentiel, finalement. Et l'essentiel, ce sont les droits humains et c'est la liberté. Le reste est affaire d'accommodement, de lutte, de débat, de tout ce que la démocratie permet, précisément, en sachant très bien qu'elle ne sera jamais parfaite, en sachant très bien que il nous faut être raisonnable et ne pas aspirer à l'utopie. Parce que l'utopie, le plus souvent, les sociétés parfaites, les utopies, fabriquent des monstres. Et lorsqu'on a compris cela, je crois qu'on est beaucoup plus apaisé face au raté de la démocratie. On essaie de faire de notre mieux, d'améliorer autant que faire se peut, mais l'idéal est inatteignable et c'est tant mieux comme ça. Oui, je vais citer un passage de votre livre justement sur l'utopie. Vous expliquez justement que l'utopie produit des monstres et vous parlez dans la politique, le retour des idéologies ne produisent pas une démocratie, mais produisent justement des idées totalitaires. Je cherche la citation, je ne la trouve pas, sur l'utopie, où vous dites ça. Enfin, c'est ça l'idée. Ah oui, voilà, j'ai trouvé. Vous dites, d'ailleurs, voilà, vous parlez du kibbutz, vous avez été au kibbutz, vous avez beaucoup aimé justement le système kibbutz, et vous vous interrogez sur le passage d'une société totalitaire à une société démocratique, et vous dites, mon idéal politique est de se passer d'idéal politique. Je me méfie comme d'une peste de l'utopie, cette grande pourvoyeuse de goulag. Je suis patriote, vous êtes israélien à cette époque déjà, mais j'exècre le nationalisme. Et cette analyse politique est le fil conducteur de toute votre activité, parce que contrairement au titre sur Confession d'un bonarien, vous êtes absolument hyper actif et vous n'avez pas cessé d'agir et d'écrire. Et donc, pour revenir à votre itinéraire, Elie Barnavi, vous, donc, votre famille s'installe en Israël après avoir essayé depuis toute l'après-guerre de quitter la Roumanie. Et même votre père a été emprisonné à un moment donné, mais vous avez quand même vu le système communiste de près. Et l'installation en Israël est très dure pour vos parents, comme beaucoup d'immigrants de l'époque. C'est une expérience très difficile que de s'installer en Israël. Mais vous adaptez plutôt bien. Vous allez dans un collège qui est un collège chrétien des frères, que je connais bien, à Yafo, qui est cosmopolite au sens qu'il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs, des expatriés, des enfants d'expatriés. Donc vous grandissez dans cet environnement déjà plus proche de ce que vous connaissez, plus cosmopolite que simplement le Sabra. Oui, ben ça, ce sont les péripéties de la vie. Vous savez, c'est mon oncle qui s'est beaucoup occupé de moi, qui cherchait pour moi, comme il disait, une école à pointe parce que j'étais bonne à rien. Parce que j'étais bon à rien. C'est pas moi qui ai inventé cette expression, c'est la directrice de l'école où je me trouvais à Beersheba et qui d'abord n'a pas réussi à me localiser puisque je n'y allais presque jamais. Et quand elle a enfin compris de qui il s'agissait, il a dit « Ah oui, lui, c'est un bon à rien ». Et donc, bon, en désespoir de cause, mon oncle a cherché une école à Poigne, un internat, il a trouvé ça. Et ça a déterminé ma vie en quelque sorte, puisque ça fait de moi un Français de culture en quelque sorte. L'école des frères, c'est l'école française justement. Française. Et j'ai eu d'emblée une double éducation, une éducation à la fois hébraïque et française. J'étais très rapidement bilingue et ça a déterminé ensuite ma carrière professionnelle puisque à l'université, je me suis naturellement dirigé vers l'histoire de la France et de l'Europe. Et voilà, donc c'est vrai que c'était une atmosphère cosmopolite, mais il y a eu aussi un peu de malaise là-dedans parce que là il était difficile de savoir où j'en étais exactement. Vous savez, c'est pour un adolescent, grandir dans un milieu
composite, cosmopolite de ce genre, ce n'est pas évident. Finalement, il s'est avéré que c'était une richesse, mais qui s'est payée quand même, qui s'est payée d'une certaine aliénation par rapport à mon milieu, par rapport aux deux milieux dans lesquels j'évoluais, mais dont le résultat finalement ne doit pas être si terrible, puisque ça m'a donné l'occasion de faire mienne une grande culture et que finalement ça aboutit à ces livres que vous tenez entre vos mains. Ça fait de vous un Européen, en tout cas. Vous êtes à la fois l'Israélien le plus européen et l'Européen le plus israélien. Vous avez toujours été entre les deux continents. Alors, vous avez fait l'armée, ce qui est évidemment après ça, les étudiants français que vous allez côtoyer à la Sorbonne et plus tard vos amis intellectuels français, est difficile à comprendre parce que vous venez effectivement d'une autre planète. Vous êtes parachutiste. Vous racontez l'entraînement qui est absolument terrifiant, l'entraînement des parachutistes dans Tsahal. Et donc, vous n'êtes pas un étudiant comme les autres. Vous avez 3 ans d'armée, des guerres, la guerre du Liban, enfin d'abord la guerre de 6 jours, ensuite la guerre du Liban. C'est ça quand même que... J'ai eu entre les deux, vous savez, entre l'école, l'université en France, il y a eu, et entre l'armée et l'université en France, il y a eu quand même l'université ici, l'université hébraïque de Jérusalem et l'université de Tel Aviv, puisque mes premiers degrés, c'est ici que je les ai eus. Et puis, j'ai été employé par mon université à Paris pour faire une thèse de doctorat, puisque j'ai besoin de spécialistes d'histoire de France pour l'époque à laquelle je me destinais. Et donc, je débarque à la Sorbonne avec des diplômes israéliens, avec mon expérience d'un pays qui, à l'époque, était vraiment très différent de l'Europe. Vous savez, Israël était une république populaire, les libertés en plus. C'était ça, c'était l'atmosphère, la manière de vivre, la frugalité de la vie, tout cela faisait très république populaire. Enfin, moi, je ne m'en rendais pas compte, mais les amis qui venaient d'ailleurs, de France notamment, disaient cela. Je me souviens des mots je pense que j'en parle dans le livre, de Pierre Vidal-Naquet, vous savez, l'historien. Donc, vous n'étiez pas encore fâché. Non, on n'était pas Vous encore n'étiez fâché. pas encore fâché. Oh, ça prend des années jusqu'à ce qu'on le soit vraiment. Et Pierre m'a dit ça, quand on débarque ici, on se croirait dans un pays de démocratie populaire de l'Europe de l'Est. Et c'est vrai, après, quand il m'a dit ça, ça m'a choqué au début, et puis j'ai regardé autour de moi, et dit, mais c'est vrai, il y a de ça. Et donc je débarque à Paris, je débarque à la Sorbonne, avec ce bagage, c'est vrai que ce n'était pas évident. Mais j'étais accueilli avec sympathie et curiosité. Et finalement, ça n'a pas mal fonctionné pour moi. Alors, vous avez justement écrit sur la guerre, 10 thèses sur la guerre. Donc, vous êtes à la Sorbonne à cette époque, vous avez fini vos études. Mes 10 thèses sur la guerre, bon, ouais. Ça c'est tout récent. C'était bien après tout cela. C'est un livre très récent où j'emprunte d'ailleurs pas mal de choses pour mon mémoire, pour mon livre de mémoire. Oui, après, le résultat de mon séjour parisien, c'était d'abord une thèse de doctorat que j'ai publiée. C'est une série d'études sur l'Europe du XVIe siècle, sur les guerres de religion, puisque c'était ça ma spécialité, les guerres de religion. Évidemment, liées à ce qui s'est passé ici, puisque toute histoire a dit Croce de l'histoire contemporaine, et j'ajouterai toute histoire et de l'histoire personnelle. C'est si je m'intéresse aux guerres de religion en France, c'est parce que la religion guerrière prend la place qu'elle prend dans notre région et dans ce pays. Et j'écris sur cette période, sur la guerre de religion, sur l'humanisme tardif, sur l'Europe à cette époque, sur la France, une série d'études, d'articles. Et après, je me suis mis à écrire des essais sur l'histoire du juif, sur l'histoire d'Israël. Il y a toujours un moment, enfin, chez moi, c'était comme ça, il y a eu un moment où
où j'ai eu envie, après m'être occupé beaucoup de l'histoire des autres, de m'occuper un peu de notre propre histoire. Et je me suis lancé là-dedans. Et évidemment, le paradoxe veut que je sois peut-être plus connu en France pour mes ouvrages non professionnels, pour ce que j'ai pu écrire sur Israël, que sur mes ouvrages plus savants. L'histoire d'Israël au XXe siècle. Voilà, par exemple, les ouvrages plus savants, par définition, sont plutôt réservés à un public de spécialistes. Voilà, Elie Barnaby, vous êtes de gauche depuis le début. C'est peut-être parce que vous venez aussi de passer du temps dans un kibbutz. Vous êtes travailliste de gauche. Vous êtes, comme vous dites vous-même, toujours un animal politique, vous dites dans votre livre. Mais un jour, l'historien que vous êtes, qui est en train de construire un musée de l'Europe à Bruxelles, reçoit un coup de téléphone on lui propose de devenir on lui propose pas, on le nomme ambassadeur d'Israël en France à la suite de la mort d'Eliaou Ben Elissar, qui s'est retrouvé mort dans un hôtel à la façon, dit-on, d'autres, de Félix Faure, d'autres prédécesseurs qui se retrouvent, qui meurent dans une chambre d'hôtel en compagnie d'une femme. Qu'est-ce qui vous est arrivé alors? On vous a proposé d'être ambassadeur, vous, l'historien, l'intellectuel, le polémiste. J'ai fait une action politique en Israël que je décris assez longuement au sein du parti travailliste, à la gauche du Parti travailliste. J'avais un très bon ami qui est un collègue de l'université, un historien remarquable d'ailleurs, qui s'appelle Shlomo Ben-Ami, qui est devenu ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Barak. Et j'avais avec lui une espèce de gentleman's agreement que si lui devient ministre des Affaires étrangères, il me nommera à Paris. Pour moi, c'était un vieux fantasme, n'est-ce pas? C'était relié, c'est mes deux patries en quelque sorte, la réelle et la fantasmée, Israël et la France. C'était quelque chose qui me tentait beaucoup et ça s'est fait. Ça s'est fait. Il y a des rêves qui se réalisent. Je suis devenu ambassadeur à Paris. Il est vrai dans des circonstances dramatiques, n'est-ce pas? C'était en pleine intifada, vous savez, je suis arrivé en poste en 2002, à l'époque, en octobre 2002, à l'époque où la deuxième intifada faisait rage. C'était pas la période la plus calme et la plus heureuse pour être ambassadeur à Paris, mais c'était peut-être la plus intéressante aussi. Et je ne regrette pas une seconde. C'est une expérience à la fois dure, difficile, mais passionnante. Une espèce de livre ouvert politique. J'ai appris en 2 ans à Paris, à l'ambassade, davantage des années de lecture de sciences politiques et d'histoire. Et donc voilà, oui, c'était un chapitre important que je décris du mieux que je peux dans mon livre, Alors, où j'essaie d'avoir une action politique. Je décris à quel point tout ça est difficile, à quel point le métier d'ambassadeur est un métier extraordinairement ingrat et frustrant. alors, vous dites justement, vous racontez vos 2 ans d'ambassadeur d'Israël en France de façon passionnante parce que c'est vu, vous voyez de l'intérieur les gens de Matignon, les gens de l'Élysée, les autres ambassadeurs, le petit monde politique, et à un moment donné, vous dites, mais à quoi sert un ambassadeur? D'autant que vos amis de gauche ont été battus aux élections et quand vous vous retrouvez avec un gouvernement de droite en Israël, ce qui n'était pas prévu. Donc vous êtes ambassadeur d'un gouvernement de droite israélien, ce qui est compliqué quand même. En Très pleine compliqué. intifada, c'est-à-dire dans une période d'énormes tensions entre juifs et palestiniens au début de l'an 2000. Alors oui, je me trouve d'un coup en porte-à-faux parce qu'un ambassadeur, ben, c'est quelqu'un qui représente son gouvernement. Et représenter le gouvernement Sharon n'était pas la chose la plus aisée pour quelqu'un comme moi.
On me l'a assez reproché, c'est mes amis français, parisiens, il y en a qui n'ont pas compris. Ambassadeur de Sharon est devenu une expression infamante. Et pour moi, c'était effectivement assez compliqué, sauf que c'était l'intifada, c'était donc une sorte de révolte extrêmement violente que j'estimais illégitime. C'était les attentats suicides, vous vous en souvenez, c'était épouvantable. Et donc ça, c'était relativement facile de dire, voilà, ça, nous n'en voulons pas, je n'en veux pas. Et j'essayais en fait, de comprendre ma mission de manière un peu personnelle, je l'avoue, en jouant beaucoup sur la rivalité au sein de la coalition à Jérusalem, puisque Sharon était Premier ministre, mais c'était Shimon Peres qui était ministre des Affaires étrangères, que le gouvernement tirait un peu à U à Dia, et que grâce à ça... Nous, on appellerait ici une cohabitation. Voilà, exactement, une cohabitation à l'israélienne, et que moi, j'avais, à cause de cela, une latitude assez grande. Et mon ambition à partir de ce moment-là était surtout de présenter aux Français un visage d'Israël qui soit aussi amène et compréhensible que possible. C'est-à-dire, c'était ça mon rôle, tout en sachant qu'il y aura un moment où cette marche sur la corde raide deviendrait trop pénible et impossible. Et effectivement, à un moment, ça s'est arrêté. Et donc, voilà, j'ai laissé derrière moi deux livres pour m'expliquer, pour expliquer Israël, pour expliquer ce que je voulais faire. J'ai laissé beaucoup d'amis et je pense avoir tiré de cette situation baroque le mieux que je pouvais. C'est-à-dire, et le fait est que je me suis fait des amis à tous les niveaux de la politique, de la politique française. J'étais plutôt bien accueilli. Et qu'il ait voulu ou non, les gens au pouvoir à Paris ont bien été obligés de voir un peu Israël à travers l'ambassade d'Israël à Paris. Et je pense que le pays en a bénéficié. Quand je dis le pays, je pense à Israël, évidemment. Oui, j'avais compris. Mais parce que vous dites que vous avez comme règle de ne pas mentir, mais sinon par omission, c'est-à-dire que vous n'allez pas annoncer des choses qui ne sont pas exactes. Je n'ai jamais menti, effectivement. Je pense que d'abord, ce n'est pas bien. Mais deuxièmement, c'est contre-productif. C'est-à-dire il ne faut pas prendre ces interlocuteurs pour des imbéciles. Il faut dire toute la vérité que l'on peut dire. Évidemment, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, et ça, tout le monde le comprend. Mais ce que l'on dit doit être rigoureusement vrai. Et je crois que de cela aussi, on m'en a su gré. Effectivement, je n'ai jamais menti. Et c'est une règle de conduite, en fait, qui est à la fois politique et morale, si vous voulez. Je pense qu'il n'y a rien de plus détestable que la propagande. Dès que vous mettez le doigt là-dedans, d'abord, ça se voit, la propagande pue à vue de nez. Si vous regardez Poutine, je veux dire, qui c'est qui croit un mot de ce qu'il dit? Ben, apparemment, son peuple, le russe. Même pas, vraiment même pas. Beaucoup, oui, il y en a qui croient, mais de moins en moins. Et si j'en juge par les rapports qui nous arrivent de là-bas, la guerre n'est pas populaire. Il y a quand même des milliers de gens qui manifestent, c'est extraordinaire. Dans toute la Russie, il n'y a pas simplement Saint-Pétersbourg et Moscou. Dans toute la Russie, il y a des manifestations. Ces gens-là, vraiment, je les admire beaucoup. Oui, parce que manifester là-bas, c'est pas comme manifester à Paris ou à Tel Aviv. Et donc la guerre, les gens comprennent, vous savez, et donc là, j'ai évité de toutes mes forces la propagande. J'ai évité aussi d'afficher une espèce de vérité absolue. Je n'en sais rien. J'ai affiché mes doutes. Et là encore, je pense que vous parlez aux êtres humains, un être humain,
à hauteur d'yeux, non pas en leur assénant de la propagande idiote sur le crâne. Ils vous en sont gré, ils vous en savent gré, et c'est même politiquement, c'est beaucoup plus efficace. Mais en tout cas, vous avez laissé un très très bon souvenir à Paris comme ambassadeur, Elie Barnavi, et pas simplement dans la classe politique, mais effectivement, malgré vos petits accrochages avec la presse française qui à l'époque est quand même assez déchaînée anti-Israël, avec Sharon qui est au pouvoir et qui est collée avec l'étiquette Sabra et Shatila, les massacres de Palestiniens à Beyrouth. Donc, dans ce climat-là, vous avez quand même réussi à laisser un très bon souvenir en tant qu'ambassadeur d'Israël dans une période où Israël était vraiment montré du doigt. J'espère. Oui, mais c'est vrai. Alors, vous avez aussi, à cette époque, été confronté avec le nouvel antisémitisme qu'on s'est oublié en France, qui faisait un grand retour politique et ce qu'on appelle l'antisémitisme de banlieue à cette époque déjà. Et vous avez essayé vis-à-vis de la communauté juive française, de maintenir un peu votre regard d'historien permettait de maintenir un petit peu de rationalité dans tout ça et pas de voir la nuit de cristal et le nazisme au coin de la rue. Oui, là encore, vous savez, d'abord, il faut dire que la distance distord tout. C'est quand vous êtes ici, que vous ne connaissez pas la France et que vous regardez ce qui se passe, il y a la distance est un formidable miroir grossissant. Et vous avez l'impression effectivement que le pays est à fait ça. Je fais l'expérience au sens contraire de ce que les Français pensent de ce qui se passe ici. Et quand ils arrivent ici, ils sont tout étonnés. La plupart du temps, le pays est calme, Tel Aviv est une ville sûre. Bon. Et donc, il en est allé de même avec l'antisémitisme en France. Il y a une recrudescence brutale d'actes antisémites, mais à aucun moment on n'a pas été en 1938. Hein, on n'était pas ni avant ni après la nuit de cristal. Il y a un phénomène, l'antisémitisme, je ne me suis pas arrêté de le dire, n'était plus et n'est toujours pas en France une force politique et morale significative, hein, comme c'était le cas dans l'entre-deux-guerres. C'est la classe politique est unanimement contre cela. L'État français, évidemment, n'est pas gangréné par l'antisémitisme. Alors, il y a des poches, mais des poches importantes, où il y a un antisémitisme virulent et qu'il faut dénoncer, qu'il faut combattre. Mais il faut savoir comment et en quel terme, mais surtout il faut savoir quels sont nos alliés dans cette affaire-là, parce que l'antisémitisme est une plaie qui ne se guérit pas seul. Seul, on n'y peut rien, on a besoin d'alliés. Et j'ai toujours dit que l'antisémitisme en France ou ailleurs n'est pas d'abord le problème des Juifs, c'est d'abord le problème de la société ambiante, c'est le problème de la société tout entière. C'est la caractéristique, c'est le symptôme d'une société malade. Et donc, c'est aux Français, à la société française tout entière, tous segments confondus, à qui appartient de combattre l'antisémitisme, parce que c'est son problème. C'est le problème de la communauté juive seule. Et je pense que c'est un langage que les gens comprennent. C'est quand vous parlez avec des responsables français, ils comprennent cela très bien. Alors, que faire? Ça, c'est une autre paire de manches. Il y a des considérations politiques, culturelles. Enfin, c'est très, très compliqué. Et je me suis aperçu à ce moment-là à quel point la gauche, puisque c'était la gauche qui était au pouvoir à ce moment-là, à quel point la gauche est mal armée pour combattre ce type d'antisémitisme-là, précisément. Elle n'est pas armée. Oui, parce que ils ne savent pas. Ils savent combattre l'antisémitisme d'extrême droite. Ça va. Ils sont très contents avec ça. Ils savent où est la bête immonde. Ils savent comment la définir et comment la combattre. Mais lorsque l'antisémitisme vient de laisser pour compte, vient des malheureux, des pauvres, des prolétaires,
Là, ils ne savent plus. Ils sont désemparés. Et Jospin était, de ce point de vue-là, était le type même de l'homme politique de bonne volonté, mais désarmé devant cela. Vous avez essayé, quand vous avez parlé avec Jospin, vous avez essayé de parler de ça avec lui, justement, de lui expliquer le désarroi de l'extrême gauche ou de la gauche face à l'antisémitisme? Bien sûr que j'ai essayé. Et j'ai bien vu à quel point il avait du mal. Il avait du mal d'abord à intégrer la dimension idéologique de cette affaire-là. Euh, pour la gauche en général, l'antisémitisme n'est pas un sujet. Le véritable sujet, c'est le malaise social, c'est politique, ce sont les discriminations, autant de choses qui existent, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que l'antisémitisme n'existe pas, qu'il ne faut pas le combattre. Et d'ailleurs, j'ai constaté cela même lorsqu'il ne s'agissait pas d'antisémitisme, mais simplement de haine de la République, en général, des symboles de la République, de la manière de s'insérer dans la vie de la démocratie française. Là encore, c'était surtout, ne condamnons pas, voilà, on a eu encore un exemple caricatural, pas juif, hein, avec le problème de l'esclavage, si vous voulez, avec Madame Taubira, dont la loi contre l'esclavage porte le nom, et qui, dans la dite loi, il n'est question que de la traite atlantique, n'est-ce pas, puisque seuls les Blancs sont coupables. Il y a une traite saharienne, beaucoup plus longue dans le temps, qui est une traite essentiellement arabe. Et ça, elle a refusé d'en parler pour ne pas accabler les jeunes arabes, disait-elle, de la faute de leur père. Et quand vous avez ce type d'attitude, qui est d'ailleurs d'un paternalisme, de mépris intolérable vis-à-vis de la population même que vous voulez protéger, à ce moment-là, évidemment, vous ne pouvez pas combattre les maux sociaux qui sont l'antisémitisme, les discriminations sociales et le reste, parce que vous ne savez pas définir la maladie. Si vous ne savez pas définir la maladie, comment voulez-vous la combattre? Vous n'avez pas de diagnostic. Pardon? Ouais. S'il n'y a pas de diagnostic, on ne peut pas soigner. Exactement. Exactement. Oui. Mais vous voyez quand même, vous êtes historien, vous croyez à l'histoire, vous dites quelque chose que je trouve très bien, vous dites l'histoire est un produit dangereux. Et vous voyez aujourd'hui que l'histoire est au centre de tout ça, que ce soit dans la bataille politique en France dérisoire avec le retour au passé, chacun s'envoie la Seconde Guerre mondiale à la figure, manipule l'histoire dans tous les sens, où vous voyez aujourd'hui Poutine qui, lui, raconte l'histoire du peuple russe comme ça l'arrange, reprend des vieilles cartes de l'Empire russe pour justifier d'envahir une démocratie. On a l'impression quand même que l'histoire est, comme vous dites, un produit dangereux, mais qu'à chaque fois, on se sert de l'histoire pour justifier à la fois son idéologie, ses perversions, ses guerres. Oui, non, là, je crois que je citais là Paul Valéry, qui a une citation comme ça sur l'histoire, le produit le plus dangereux que l'esprit humain ait jamais produit. Euh, il y a un mot de Beckett, je crois, qui dit l'histoire est un cauchemar dont j'essaie de m'éveiller, mais on ne savait pas de l'histoire, puisque l'histoire nous fabrique, nous vivons dans l'histoire. Le problème, c'est pas de la manière dont nous considérons l'histoire, le problème, c'est d'essayer de la voir aussi lucidement possible. Quand je fais de l'histoire, j'essaie d'aboutir à, comment dire, je sais que la vérité est toujours asymptotique, je sais que je n'arriverai jamais à la dégager tout entière, mais j'essaie de m'en approcher le plus possible en faisant preuve de l'honnêteté intellectuelle nécessaire et des outils nécessaires pour y parvenir. Et donc, se servir de l'histoire, comme Poutine se sert de l'histoire, ce n'est pas de faire de l'histoire, c'est exploiter l'histoire à ses besoins. C'est donc nécessairement une histoire tronquée,
une histoire orientée, une histoire propagande. Évidemment, ce n'est pas cela que nous voulons faire. Alors, qu'on se sert de l'histoire, tous les peuples font ça. Nous sommes les peuples sont nés de l'histoire, sont des produits de l'histoire. Ce n'est pas notre boulot d'historien, ce n'est pas courir après la conception de l'histoire des peuples, c'est d'essayer d'en faire autant que faire possible un objet de science. Mais je conçois très bien que ce n'est pas comme ça que les peuples font de l'histoire, qu'un leader, même un leader démocratique, ne peut pas diriger son peuple en lui présentant les derniers travaux de l'école des Annales. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. L'histoire, c'est plusieurs niveaux de compréhension, c'est plusieurs niveaux d'utilisation. Et en tant qu'historien et en tant que politique, je n'ai pas eu la même manière de me servir de l'histoire. Évidemment, il faut faire en sorte à ce que l'écart soit le moins grand possible. Il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Mais je vois bien à quel point l'histoire est un outil qui peut être grossier et dangereux, mais indispensable, puisqu'on ne fabrique pas d'esprit collectif d'une nation sans lui offrir une histoire commune. Et c'est là que le bas blesse, d'ailleurs, en Europe en général et en France en particulier. C'est l'incapacité aujourd'hui de l'éducation, du système d'éducation, de fabriquer à l'intention des jeunes et des moins jeunes un récit historique qui soit à la fois véridique, qui ne soit pas trop lointain de la vérité d'histoire des historiens, mais qui soit assez englobant pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et à défaut de faire cela, il est impossible de créer un mois national cohérent. Alors pour terminer sur le retour à l'actualité et l'histoire, est-ce que vous pensez qu'on est à un tournant historique aujourd'hui, 2 mars, 3 mars, mois de mars 2022? L'histoire est une suite de tournants historiques. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. Mon sentiment est qu'on est à un tournant particulièrement important. Un tournant où se décide le sort de l'architecture de la sécurité en Europe et dans le monde aujourd'hui. Un tournant où se décide le visage de l'Europe de demain. Un tournant où se décide le sort des peuples de l'Est européen, mais aussi de l'Europe tout entière. Et un tournant où se décide le sort de cet objet mal défini, mais utile tout de même, qu'on appelle l'Occident. La cohésion de l'Occident, l'alliance transatlantique qui a été tellement importante tout de même pour transformer l'après-guerre en un espace de paix finalement et de prospérité. Beaucoup de choses vont sortir de cette aventure russe. Et c'est pour cela qu'il est tellement important de voir juste, d'agir juste. C'est-à-dire la manière dont l'Europe et l'Occident réagiront à l'agression russe, beaucoup de choses dépendront de cette manière-là. Ce que je vois, ce que je constate est plutôt encourageant. J'espère vraiment que la pression ne se lâchera pas. Et évidemment, on est aussi en France en particulier, on est devant une échéance importante. Moi, je ne peux pas me mêler des élections françaises, ce n'est pas mon rôle en tant qu'étranger, en tant qu'ancien ambassadeur, tout ce que vous voudrez. Mais du résultat des élections en France, beaucoup de choses dépendront également. Il faut qu'il y ait à l'Élysée quelqu'un qui
qui sache lire une carte géopolitique et qui soit imprégné d'idéaux démocratiques. Sinon, pardon? Et pas trop d'idéologie. Qu'il n'y ait pas trop d'idéologie. Si, c'est ça notre idéologie. Nous ne sommes pas exempts d'idéologie, Annette, ni vous ni moi. Notre idéologie, c'est la démocratie, c'est la liberté. Et voilà. J'espère bien que nous en sommes profondément imprégnés. Ouais, merci, Elie Barnaby. Alors, je rappelle que votre livre qui sort dans 15 jours s'appelle « Confession d'un bonarien » et justement, c'est un gros livre, 500 pages, au travers sa grande histoire, que ce soit celle du nazisme, du communisme, de la naissance, de la création d'Israël, des guerres d'Israël, de l'Europe et jusqu'à aujourd'hui. Donc, et en plus, c'est écrit avec un style brillantissime, parce que votre français est totalement magnifique. Donc, il faut lire ce livre. Elie Barnaby, Confession d'un bonarien. Et l'histoire n'est pas finie. Merci, Elie. Merci, Annette.